Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. J'invite tous les militaires français des armées de terre, de mer et de l'air. J'invite les ingénieurs et les ouvriers français spécialistes de l'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui pourraient y parvenir à se réunir à moi. Johnny, nous devons agir contre les Allemands. Ah ouais, les Allemands. Nous devons les combattre. Maintenant. Ah ouais. Arrête, tournez-vous à fond. Arrête, au nom de la liberté, au nom de la résistance. Au nom de la résistance. Arrêtez là, monsieur. Encore. Mon frère. Encore. Vous êtes bien, monsieur. Non. Vous survivrez. Ne quitte pas. La soumission de la France à l'Allemagne a commencé avec la défaite à Dunkerque. Les troupes britanniques ont effectivement évacué la France pour défendre le pays, laissant les Français à se rendre aux Allemands en signant le second armistice à Compiègne le 22 juin en 1940. Ainsi, la Troisième République est tombée le 10 juillet 1940 et a été remplacée par l'État français, aussi comme le régime Vichy après le déménagement du gouvernement à Vichy, Centrale France. Moi, je demanderai quelques questions sur la résistance. Premièrement, pourquoi Marshal Pétain plaît plus à quelques individus français que Charles de Gaulle? Alors d'abord, parce que le maréchal Pétain, c'était un héros de la Première Guerre mondiale. Et donc, dans le souvenir de la plupart des Français, c'est un chef de l'armée qui a combattu les Allemands et qui représente les valeurs de l'armée française. C'est aussi quelqu'un qui a une réputation d'être assez traditionnel, d'être assez respectueux de la République, mais aussi d'être un catholique pratiquant. Et donc, on imagine en 1940 que c'est quelqu'un qui peut réunir le pays. Et donc, c'est quelqu'un qui est respecté par presque la majorité des Français. Tout cela commence à changer avec la collaboration, pourtant. Et à quel point de Gaulle était un instigateur de la résistance? D'abord, il faut comprendre qu'il y a deux sortes de résistance en 1940-1941. D'abord, il y a les Français libres qui sont basés à Londres. Et donc ça, c'est la résistance organisée par De Gaulle. Mais c'est surtout la résistance basée à l'étranger. Il y a la résistance interne. Donc la résistance externe, c'est De Gaulle et les forces de la France libre. Donc ils luttent avec les forces anglaises. Et puis ensuite, il y a la résistance interne. Et la résistance interne, c'est surtout des organisations clandestines qui publient des journaux en France occupée, ou qui commencent à organiser, à partir de 1942-1943, qui commencent à organiser des réseaux armés. Et donc, ce n'est pas du tout le cas que ce soit De Gaulle qui organise la résistance. Alors en 1943, les deux mouvements s'organisent ensemble, et donc il y a un comité national qui se forme à l'instigation de De Gaulle. Mais d'abord, il y a beaucoup de résistance, surtout de la part des communistes, devant l'influence gaulliste. Donc la résistance n'est jamais un mouvement unifié, elle n'est jamais un mouvement unifié derrière De Gaulle. De Gaulle, c'est quelqu'un qui représente
après la guerre qui finit par représenter la résistance, mais la réalité historique est toute différente. Et les efforts de la résistance, ils sont pleinement appréciés de nos jours ou pas? C'est-à-dire que dans la plupart des cas, on a un souvenir assez simplifié, assez simpliste de la résistance. Donc on imagine que la plupart des Français ont résisté. Alors la résistance armée, c'était une toute petite minorité de la population française, mais on imagine que la résistance aussi, c'était quelque chose de spirituel. Et donc tous ceux qui ont refusé d'accepter la présence des Allemands sont classés résistants. Donc on a peut-être exagéré l'étendue de la résistance. On apprécie justement les efforts de la résistance armée, mais aussi tendance à exagérer un peu l'étendue de la résistance et la popularité de la résistance. La résistance est devenue populaire surtout en 1944. Peut-être en 1943 où il y a eu beaucoup de jeunes qui se sont ralliés à la résistance, mais surtout parce que les jeunes hommes à l'époque devaient aller travailler en Allemagne. Et donc beaucoup ont refusé et ont fini par rejoindre la résistance. Et à vos yeux, la résistance a représenté une grave menace pour l'occupation allemande de la France? D'une façon, oui, mais là aussi on a peut-être un peu exagéré leur importance. Alors la résistance est surtout importante dans le sud de la France et aussi lors de l'invasion des Alliés en 1944. Et là, la résistance a servi à détruire les réseaux de chemin de fer qui autrement auraient aidé les Allemands à envoyer des soldats aux plages de Normandie, etc. Et là, donc ils ont aidé l'invasion des Alliés. Mais il n'y avait pas beaucoup de combats entre résistants et soldats allemands. Donc la résistance est beaucoup plus importante qu'un mouvement militaire. C'était un mouvement de propagande surtout. Et donc c'est une façon de changer la vie des Français. Donc comme je disais tout à l'heure, le maréchal Pétain, au début, était assez populaire. Donc la majorité des Français acceptaient la collaboration dans les premiers mois de la guerre. Tout cela commence à changer en 1942-1943. Et donc c'est à partir de ce moment-là que la propagande de la résistance devient plus efficace, la résistance devient plus unifiée, et c'est à partir de ce moment-là que la résistance a réussi à rallier la majorité des Français, ou enfin un grand nombre de Français. Qu'est-ce qu'il faut retenir le plus de la résistance? Je crois que c'est cet aspect, la façon dont elle a réussi à changer la vie des Français, à forcer les Français à résister à la collaboration et de s'unifier de nouveau tout de suite après la guerre. Et donc, pour faire cela, il fallait simplifier le souvenir de la résistance, il fallait simplifier la compréhension de ce que résister voulait dire. Et il fallait créer un mythe pour rallier les Français, pour les rassembler après les divisions des années 30 et de la guerre. Et donc la résistance est très importante dans ce domaine-là, parce qu'elle sert de mythe de ralliement pour le peuple français dans les années 50 et dans les années 60. Et c'est seulement à la fin des années 60 qu'on commence à se poser des questions sur les réalités historiques, sur la collaboration française. Oui, merci beaucoup, Dr. Heucom. C'était très intéressant, votre point de vue. De rien. Charles de Gaulle a fui la France le 17 juin 1940.
et le 18 juin appelait aux Français à prêter main forte aux forces françaises libres. Dans le nord et l'ouest, la France était divisée en une zone d'occupation allemande et une zone libre dans le sud. Chaque zone était nominalement sous le contrôle d'État de Marshal Pétain, connu aussi comme Vichy-France. Voici une citation de Charles de Gaulle. La fin de l'espoir est le commencement de la mort. N'importe qui a désobéi la Wehrmacht a été exécuté. La désobéir comprend couper les lignes téléphoniques. La reddition de l'armée française n'a pas dissuadé quelques Français de résister. Les rappels de l'occupation allemande étaient partout dans le nord de France. Les Allemands accrochaient même la croix gammée à la tour Eiffel. L'Allemagne a ordonné la construction de ce nouveau structure politique. Maintenant, l'opposition à Vichy et l'occupation allemande était Charles de Gaulle. Il a fait un appel aux Françaises dans lequel il a exhorté les Françaises à résister aux Allemands le 18 juin. Il a pris la charge de l'organisation des forces françaises libres. Voici une citation du Émile Chartier. Résistance et obéissance, voilà les deux vertus du citoyen. Par l'obéissance, il assure l'ordre. Par la résistance, il assure la liberté. Bon, ces peintures montrent que tous les citoyens ont combattu pour la France et la résistance. Les hommes, les femmes et les enfants, de toutes sortes de milieux. Même quand le pays était en guerre civile. Bienvenue sur TF1 avec une interview exclusive avec Alistair McPherson, le petit-fils de Tommy McPherson. Bonjour, merci de m'accueillir. De rien. Tout d'abord, quel était le rôle de votre grand-père Tommy dans la résistance? D'accord, donc Winston Churchill, pendant la Seconde Guerre mondiale, l'a envoyé sur plusieurs missions tout dans l'Europe, et notamment en France. Et donc du coup, il se faisait parachuter dans les lots au centre de la France, et il avait pour mission d'affaiblir l'influence allemande en France. Et pour ce faire, il explosait les voies ferrées, il coupait aussi les lignes téléphoniques et il faisait autres émissions de sabotage. Et donc, Alistair, qui l'accompagnait dans ces missions? D'accord. Bon, ça fait loin parce qu'il m'en parlait quand j'étais tout petit, mais il me semble qu'il était toujours accompagné d'un télégraphiste qui s'appelait c'était je pense, sergent Arthur Brown, et aussi d'un lieutenant qui s'appelait Prince Michel de Bourbon. Alors, comment organisait-il ces missions? D'accord. Donc, il travaillait dans des petites escadrilles d'une dizaine de personnes. Et il changeait de personnel pour chaque mission, et ça c'était un niveau sécurité, donc au cas où un de ses collègues se faisait capturer par les Allemands, il ne connaissait pas les plans pour les autres missions. Et donc il avait aussi des espions chez les maquis pour l'avertir d'un assassinat planifié contre lui. Et donc s'il se sentait en danger justement, il se réfugiait dans les montagnes. Mais il était très vigilant, surtout avec son appareil radio qui le localisait, l'ennemi le localisait grâce à son appareil radio. Donc il était très vigilant avec ça, et d'ailleurs le maquis l'a trahi plusieurs fois. Comment était-il reconnaissable sur le champ de bataille? Oui, donc il avait un cheval blanc et il portait aussi un kilt pour se démarquer. Et justement, ça a incité les Français à joindre la résistance et à joindre l'effort. Merci de venir parler, Alistair. Merci beaucoup de m'accueillir.